Oui, Oui, monsieur. Oui, voilà, très bien. Donc, vous avez le cours sur votre PC, n'est-ce pas? Alors, vous m'entendez? Non? Non, j'ai Oui, perdu. monsieur. Si? Vous m'entendez? Oui. oui, monsieur. Très bien, très bien. OK. Oui, monsieur. Allez, on commence alors. Donc, c'est une troisième partie de cours. Après la première partie que vous avez vue sur les talophytes, la deuxième partie sur l'histologie et l'anatomie végétale. Maintenant, la troisième partie qui concerne l'étude des cormophytes par opposition aux talophytes. Hein. Vous avez vu les talophytes, c'est un grand groupe de végétaux qui comprend les algues et les champignons. D'accord? Maintenant, on va voir les cormophytes. Alors, si vous avez lu votre polycopier, les talophytes comprennent les algues et les champignons. Pourquoi on les appelle talophytes? Parce que leur appareil végétatif, l'appareil végétatif, est sous forme de tale. Une lame, c'est un tale. Et par contre, pour les cormophytes, ce sont la plante, le végétal, est appelé un cormus. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Très bien. Donc le cormus, c'est pour ça qu'on les a appelés des cormophytes, parce que ce sont des plantes à cormus. Qu'est-ce qu'un cormus? C'est une tige qui porte des feuilles et à la base des racines. On appelle ça un appareil végétatif ou un cormus, par opposition au thalles qui existe chez les talophytes. Les cormophytes sont formés de 4 grands groupes ou embranchements qui sont les bryophytes, les ptéridophytes, les gymnospermes et les angiospermes. Alors, chaque embranchement possède des caractères qui le distinguent des autres. Et en allant des bryophytes vers les angiospermes, il y a une certaine évolution qu'on verra petit à petit durant le cours. Entre autres, on verra petit à petit que la taille de la plante chez les bryophytes est très petite. Ce sont des plantes de petite taille. Alors que chez les ptéridophytes, la taille devient plus grande, chez les gymnospermes encore plus grande, et chez les angiospermes, les tailles sont grandes et peuvent être différentes. D'accord? Vous m'entendez? Oui. Oui, Très bien, très bien, très bien. Alors, on passe donc maintenant à l'étude, au chapitre 1, à l'étude des bryophytes. Hein. C'est le premier embranchement chez les cormophytes.
J'espère que vous avez à côté de vous un crayon et un cahier de notes ou une feuille, voilà, pour prendre des notes des choses que peut-être en lisant le polycopier vous n'avez pas compris ou que si vous avez des questions à poser, vous les écrivez sur la feuille et vous les poserez à la fin du cours, s'il vous plaît. C'est très important toujours, que ce soit pendant le TP ou le cours, ou même le TD, de prendre des notes. C'est toujours très important. Donc, les bryophytes, ce sont des plantes ayant un appareil végétatif sous forme de cormus. C'est un cormus, mais de petite taille, parce que ce sont des plantes peu évoluées. Leur taille est très petite. Et leur taille, vous avez vu sur le polycopier, ne dépasse pas 5 cm. C'est vraiment très petit pour une plante. 5 cm, c'est très petit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un cormus est formé un cormus en général chez les cormophytes est formé d'une tige qui porte des feuilles et à la base, on a des racines. Ça, c'est en général. Mais chez les bryophytes, qui sont des cormophytes primitifs, la plante n'est pas complète. On dit que c'est une plante incomplète. Pourquoi? Parce qu'à la base de la plante, il n'y a pas de racines. Il y a seulement des rhizoïdes. Ce sont des filaments très fins qui permettent à la plante de se fixer au sol, mais n'ont aucun rôle dans l'absorption de l'eau et des substances minérales du sol. Donc, la plante est dite incomplète ou, chez les bryophytes, la plante, le cormus, on dit aussi le gamétophyte, c'est pareil qu'on dise une plante, un cormus, un gamétophyte, c'est exactement la même chose. Le gamétophyte est incomplet, c'est-à-dire qu'il est formé seulement de tiges qui portent des feuilles, mais il n'y a pas de racines à la base. Et puisqu'il n'y a pas de racines à la base, qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau de la plante? Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas aussi, si quelqu'un peut me répondre, si la plante ne possède pas de racines, qu'est-ce qu'elle ne possède pas aussi? Si quelqu'un peut me répondre. Vous m'entendez? Des poils absorbants. Non, 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 non. Lorsque il y a absence de racines, il y a absence de quoi aussi? Chlorophylle. De la Non, photosynthèse. non, 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 non. Différenciation des Non. cellules. Monsieur, la fixation. Monsieur le rhizotome. Non, ces plantes ne possèdent pas de racines, d'accord? La plante. À la place des racines, il y a seulement des filaments. On les appelle des rhizoïdes. Mais si la plante n'a pas de racines, elle n'a pas quoi aussi? Il n'a pas de médecine. Elle n'a pas de l'intérieur. tissu conducteur. Voilà, exactement. La demoiselle a trouvé. Il n'y a pas de tissu conducteur. Si la plante... Ça, je crois que je ne l'ai pas mis sur le polycopier, n'est-ce pas? Mais ça, c'est des explications que vous devez noter sur vos cahiers de notes. C'est très important. Je ne peux pas tout dire dans le polycopier. Ne comptez pas sur le polycopier pour avoir tous les renseignements. Pendant le cours, on peut rajouter
d'autres informations, comme ce que je viens de dire. Lorsqu'une plante ne possède pas de racines, obligatoirement, elle ne possède pas de tissu conducteur. C'est automatique. Et l'inverse, si une plante possède des tissus conducteurs, elle possède obligatoirement des racines. Donc, chez les bryophytes, la plante est incomplète. Il y a seulement 2 organes, la tige qui porte des feuilles, mais pas de racines, et donc pas de tissu conducteur. Voilà. Alors ça, c'est pour ce qui est de la partie végétative de la plante. Maintenant, si on veut parler de la reproduction chez ces plantes, comment se fait la reproduction chez les bryophytes? Alors, en général, comme vous le voyez sur votre cours, en général, les plantes chez les bryophytes sont dioïques. Qu'est-ce que veut dire dioïque? C'est expliqué dans le polycopier. Mais ça veut dire quoi? Dioïque veut dire que chez ces espèces, il existe 2 types de plantes. Il y a une plante mâle et une plante femelle, c'est-à-dire les organes reproducteurs chez ces espèces. Les organes reproducteurs mâles sont portés par une plante et les organes reproducteurs femelles sont portés par une autre plante différente. C'est pour ça qu'on appelle ces espèces des espèces dioïques. Alors, donc on a dit qu'il y a 2 types de plantes, des plantes mâles et des plantes femelles. Si on veut voir la plante mâle, regardez, vous avez la planche, vous avez des planches, on va prendre la planche. Je suis en train de chercher ma planche. Alors, la première planche que je vous ai envoyée, la première planche, voilà. Donc, la plante mâle. Qu'est-ce qu'une plante mâle? Une plante mâle, comme j'ai déjà dit, est formée d'une tige qui porte des feuilles et à la base des rhizoïdes et non pas des racines. J'insiste, je le répète plusieurs fois parce que c'est très important. Ce sont des plantes incomplètes. Mais si je regarde la planche de les bryophytes, on voit à l'extrémité de la tige de la plante mâle, si on prend une plante mâle, alors elle est très petite la plante, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Elle mesure entre 3 à 5 cm, c'est très petit. Bon, si on veut étudier cette plante, qui est de petite taille, il est obligatoire de travailler sous une loupe. C'est obligatoire. À l'œil nu, on ne peut pas voir comme il faut les différentes parties de la plante. Il faut travailler sous une loupe. Si on met cette plante mâle sous une loupe et qu'on agrandit, on va voir donc la tige, les feuilles, à la base les rhizoïdes, et à l'extrémité de la tige, les feuilles sont plus serrées les unes aux autres, et au milieu de ces feuilles, on voit des appareils reproducteurs mâles. Les appareils reproducteurs mâles entourés par les feuilles à l'extrémité de la tige. On appelle cette extrémité de la tige, on l'appelle une corbeille. On l'appelle aussi un involucre. Notez tout ça, c'est très important. Vous avez sur le dessin l'involucre
Ce sont les feuilles qui entourent les organes reproducteurs, l'involucre. L'involucre est l'ensemble des feuilles qui se trouvent à l'extrémité de la tige et qui entourent les appareils reproducteurs mâles qu'on appelle les entéridies. Appareils reproducteurs mâles. Oui? Vous m'entendez? C'est bon? On ne voit pas le dessin, monsieur. Comment? Le dessin. Le dessin. Le dessin, mais vous l'avez sur la planche. Je vous ai envoyé des planches. Non, monsieur. Des planches. Non, monsieur. On n'a pas Vous n'avez pas reçu des planches? Non. La figure 25, la page 25, vous l'avez? Regardez, votre polycopier, il va de quelle page à quelle page? Dites, le polycopier, il va de quelle page à quelle page? On ne reçoit pas le polycopie. Vous n'avez pas reçu? Non. Non, monsieur. Comment ça, Non, je l'ai monsieur. envoyé? Monsieur, Je l'ai- vous avez envoyé le polycopier. Si, je l'ai envoyé, le polycopier, sur le Gmail. Vous n'avez pas vu, le polycopier? Non, monsieur. Comment ça? Non, monsieur. Mais pourquoi vous ne l'avez pas vu? Je l'ai envoyé sur le Gmail. Comment ça? Hein? On n'a rien reçu, monsieur. Tous, vous n'avez rien reçu? Oui, monsieur. Oui. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Certains ont reçu, non? Non. Personne n'a reçu le polycopier? Non. Non, monsieur. Non? Eh bien, je ne comprends plus. Et pourtant, je l'ai envoyé sur le Gmail comme tous les autres cours. Je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas reçu. Mais vous l'avez ici sur votre... Regardez, vous l'avez sur votre PC? Regardez, sur votre PC. Je l'ai partagé avec vous. Vous l'avez, la planche, Oui, monsieur. sur votre PC? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Alors, regardez cette planche. C'est la même que vous allez recevoir, seulement, je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas reçue. Je vais la renvoyer aujourd'hui et je vais l'envoyer aussi sur Moodle, sur l'autre site de la faculté, Moodle. D'accord? Alors, D'accord, suivez avec moi sur la planche que vous avez, que je partage avec vous sur votre PC. Donc, la figure 1, c'est la description de l'appareil végétatif que, je répète encore une fois, on ne l'appelle pas appareil végétatif, on l'appelle la plante, on l'appelle le gamétophyte. D'accord? Le gamétophyte. Donc, on le voit très bien ici, c'est une tige qui porte des feuilles à la base des rhizoïdes. La figure 2, rapidement, je fais vite parce que on est en train de perdre du temps. La figure 2, j'ai fait comme si on voulait faire de l'anatomie chez les bryophytes. C'est ce que vous faites pour les TP, l'anatomie. Vous faites des coupes transversales. On voit sur la coupe transversale, la figure 2, que la tige ne possède pas de tissu conducteur. Ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, rapidement, je passe. La figure 3 n'est pas très importante. La figure 4. J'ai dit tout à l'heure, j'étais en train de décrire une plante mâle. Car les espèces chez les bryophytes sont en général dioïques. La plante mâle possède à l'extrémité des feuilles plus serrées les unes aux autres, formant un involucre.
Vous le voyez? On l'appelle un involucre ou une corbeille. Un involucre ou une corbeille. Chez la plante mâle, à l'intérieur de l'involucre ou de la corbeille, il y a, chez la plante mâle, je répète, il y a les organes reproducteurs mâles appelés entéridies. On les voit très bien ici. Je peux même les compter à peu près. Il y en a 7 ou 8, n'est-ce pas? Vous les voyez? 7 ou 8 entéridies à l'extrémité de la tige de la plante mâle. Regardez si on veut décrire qu'est-ce qu'une entéridie. Une entéridie, regardez, c'est le dessin toujours de la figure 4, le deuxième dessin. Une entéridie est formée d'un pédicelle et d'une poche allongée, entourée d'une paroi. Et à l'intérieur de la poche, il y a des cellules spermatogènes. Des cellules spermatogènes. L'ensemble de ce que je viens de décrire, l'ensemble, forme une entéridie ou un organe reproducteur mâle ou un gamétange mâle. Je répète, c'est très important de noter des choses. Il y a 3 façons d'appeler l'entéridie. On peut l'appeler entéridie, on peut l'appeler organe reproducteur mâle, on peut l'appeler gamétange mâle. Gamétange mâle. D'accord? 3 façons d'appeler l'entéridie. Si vous remarquez sur ce dessin, j'ai ajouté un dernier dessin sur la droite qui montre une paraphyse. Une paraphyse, c'est un filament. Et il y en a plusieurs à l'intérieur de l'involucre, plusieurs paraphyses. Ces paraphyses servent uniquement pour séparer les gamétanges mâles, les entéridies, les organes reproducteurs mâles. Elles permettent de les séparer les unes des autres. Ils n'ont aucun autre rôle, seulement séparer les organes reproducteurs mâles, les entéridies. J'ai mis une autre figure, la figure 5. Elle montre les différentes phases de formation de l'entéridie. Les différentes de formation de l'entéridie. Vous devez les connaître. Ils sont là, la figure 5, les phases de formation des entéridies. Alors, ensuite, donc j'ai dit, je reviens à la figure 4, j'ai dit à l'intérieur à l'intérieur de l'entéridie, il y a des cellules spermatogènes. Vous les voyez? Est-ce Oui. que vous les voyez? Très bien. Oui, monsieur. Cellules spermatogènes, tous les mots qui portent à la fin gène veut dire donner naissance à. Je répète, notez des choses importantes. Lorsqu'un mot porte à la fin l'expression gène,
spermatogène, gamétogène, etc. Ça veut dire que donner naissance à. Donc ici, ce sont des cellules spermatogènes, ça veut dire que ce sont des cellules qui vont donner naissance aux spermatozoïdes, qu'on appelle aussi les entérozoïdes. Notez, notez s'il vous plaît, spermatozoïdes ou entérozoïdes. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Alors, donc, les cellules spermatogènes vont donner naissance aux spermatozoïdes qu'on appelle aussi des entérozoïdes. Qu'est-ce qu'un entérozoïde? C'est la figure 6. Qu'est-ce qu'un entérozoïde? Un entérozoïde ou un spermatozoïde est une cellule à combien de chromosomes selon vous? Un Les chromosome. et les autres? Oui, vous êtes tous d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Les entérozoïdes ou spermatozoïdes sont à combien de chromosomes? N chromosomes, monsieur. N chromosomes, bien sûr. Ce sont, on les appelle aussi comment? Haploïde. Haploïdes, gamètes. oui. Haploïde. Mais ce sont quoi? Ce sont des... Des gamètes. Voilà, Mec, exactement. Exactement. Ça veut dire que vous suivez. C'est très bien. Ce sont des gamètes. Et bien sûr qu'il faut préciser ici que ce sont des gamètes mâles, hein? Bien sûr, puisqu'on parle d'une plante mâle qui est le gamétophyte, n'est-ce pas? À l'extrémité du gamétophyte, on trouve des entéridies qui sont des gamétanges. Et à l'intérieur des entéridies, on trouve des entérozoïdes qui sont des gamètes. D'accord? Alors, c'est très important de retenir que le gamétophyte forme à son extrémité des gamétanges qui donnent naissance aux gamètes. Vous comprenez? C'est des choses qu'il faut retenir, c'est très important. Le gamétophyte forme les gamétanges qui forment eux aussi ou qui donnent naissance aux gamètes. Ici, les gamètes mâles sont appelés entérozoïdes ou spermatozoïdes. C'est pareil. Leur cytoplasme est très réduit. Leur cytoplasme est très réduit. La cellule est, regardez, la cellule du spermatozoïde, c'est une cellule qui se recourbe sur elle-même. Vous la voyez, c'est une cellule qui se recourbe sur elle-même. C'est une cellule allongée avec un noyau très grand qui occupe presque la totalité du cytoplasme. Tout ça, je ne l'ai pas mis sur votre polycopier. Je suis en train d'expliquer des choses que vous n'avez pas sur votre polycopier, qu'il faut obligatoirement noter sur vos feuilles de notes. Donc, chez le spermatozoïde ou entérozoïde, le cytoplasme est très réduit, le noyau est très grand, il occupe presque la totalité du cytoplasme, mais un organe très important qui existe au niveau du spermatozoïde, c'est quoi, selon vous? Regardez. les flagelles. Les flagelles. Voilà. Exactement, les flagelles. Ça sert à quoi, selon vous, les flagelles? On les appelle aussi, notez,
les flagelles. On peut trouver dans certains cas aussi des cils, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça quelque part, les cils ou les flagelles. Kyste. Les cils ou les flagelles. Cils, ça s'écrit C-I-L-L-E. Des cils ou des flagelles. Ça permet quoi, les flagelles ou les cils? Le déplacement. Le déplacement. La locomotion. Voilà, exactement. Exactement. Donc, on l'appelle, les flagelles ici, c'est un organe locomoteur. C'est un organe locomoteur. Il permet le déplacement ou la locomotion. C'est un organe locomoteur. On verra que c'est très important. Il faut absolument retenir. Alors, je reviens maintenant au texte. Je reviens au texte. Je répète encore une fois, je ne comprends pas que vous n'ayez pas reçu votre polycopier. Mais je vais le renvoyer aujourd'hui. Et maintenant, je vais l'envoyer sur le Gmail et je vais l'envoyer sur le Moodle aussi. Alors, donc, j'ai remis le texte. Vous avez le texte sur votre PC? Oui. C'est bon. Alors, Oui. donc, ça décrit seulement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. La plante mâle de taille est formée d'une tige qui porte des feuilles à la base de la tige des rhizoïdes. À l'extrémité de la tige, il y a l'involucre, d'accord? À l'intérieur de l'involucre, ce sont des entéridies. Ce sont les organes reproducteurs mâles ou gamétanges mâles. Leur nombre peut atteindre jusqu'à 8 par corbeille ou par involucre, n'est-ce pas? J'ai appelé l'extrémité de la plante qui porte des feuilles très serrées les unes aux autres, s'appelle une corbeille ou un involucre. À l'intérieur, chez la plante mâle, il y a 6 à 8 gamétanges mâles ou entéridies ou appareils reproducteurs mâles. J'essaie de répéter pour que vous reteniez les noms. Donc, j'ai fini la description de la plante mâle. Je passe à la description de la plante femelle. Alors, la plante mâle, lorsqu'on la regarde, ou la plante femelle, lorsqu'on la regarde à l'œil nu, on ne voit aucune différence. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, ce sont des plantes de très petite taille que l'on ne peut observer que sous la loupe. La plante mâle ressemble complètement à la plante femelle. La seule grande différence entre les deux plantes, qu'on ne peut voir qu'à l'aide d'une loupe seulement, une loupe, c'est l'extrémité de la plante, c'est la corbeille. Chez la plante mâle, la corbeille contient des entéridies qui forment des entérozoïdes, qui sont les gamètes mâles, qui sont à N chromosomes. Maintenant, chez la plante femelle, l'extrémité de la plante femelle porte elle aussi une corbeille, mais cette fois, on va l'appeler corbeille à archégone. Une corbeille à archégone. L'archégone
chez la plante femelle, c'est l'appareil reproducteur femelle. C'est l'archégone. On l'appelle aussi le gamétange femelle. Je répète pour que vous reteniez les choses. Il y a 3 façons d'appeler le gamétange. Ici, pour le gamétange femelle, on l'appelle aussi archégone, on l'appelle aussi appareil reproducteur femelle. Donc, à l'extrémité des tiges femelles, on trouve un involucre, une corbeille qui contient des gamétanges femelles, des archégones. Le nombre d'archégones est faible par rapport au nombre d'antéridies. Le nombre d'archégones, il est de 2 à 3 archégones par plante, par corbeille femelle. Alors que les antéridies, si vous vous rappelez, on peut en trouver 6 à 8. Maintenant, qu'est-ce qu'un gamétange femelle? Qu'est-ce qu'un gamétange femelle? Alors, je vais revenir maintenant aux planches. Je vais voir la planche. Voilà la planche 1. Maintenant, c'est la planche 2. Voilà la planche 2. Voilà la planche 2. Donc, vous avez sur la figure 7. C'est bon, vous suivez? Oui, monsieur, c'est bon. Bien, bien. Alors, la figure 7. Vous avez une plante femelle. J'ai mis ici le nom d'une espèce que l'on étudie souvent chez les bryophytes qui s'appelle le Polytrichum formosum. Regardez, c'est écrit sur la planche que vous avez. Polytrichum formosum. Ça, c'est le nom latin. Polytrichum formosum. En français, on l'appelle le polytrique, avec un C à la fin. Le polytrique. Mais en latin, on l'appelle un nom complet, le Polytrichum formosum. Polytrichum, c'est le nom du genre, n'est-ce pas? Et formosum, c'est le nom de l'espèce. Je répète, exemple ici qu'on étudie chez les bryophytes, c'est le genre Polytrichum et l'espèce Formosum. C'est une espèce très étudiée parce qu'elle est simple et on peut voir tous les organes de la plante. Alors donc, pour la plante femelle, à l'extrémité de la tige, il y a une corbeille qui contient quelques 2 à 3 archégones. Et on peut observer ici aussi des filaments qui séparent les archégones entre eux, car on dit un archégone, attention, même si c'est un organe reproducteur femelle, mais on l'appelle un archégone et non pas une archégone. Faites attention, c'est un archégone, un appareil reproducteur femelle. Alors, ces filaments qui séparent les archégones s'appellent des paraphyses. Les paraphyses, ce sont des filaments qui permettent de séparer les archégones. Maintenant, sur la même figure 7, vous avez un deuxième dessin. Et c'est le dessin d'un archégone. Qu'est-ce qu'un archégone? Un archégone est formé d'un pédicelle court à la base
un pédicelle court. Ensuite, il y a une partie large qui s'appelle le ventre de l'archégone, le ventre. Vous le voyez, vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Oui, Oui. monsieur. Très bien, Oui, monsieur. très bien. Oui, monsieur. C'est bon. Donc, à la base de l'archégone, on a un pédicelle qui est court. Ensuite, une partie plus large qui s'appelle le ventre. Et vers le haut de l'archégone, on a le col de l'archégone, le col, qui est une partie allongée et fine. Ça s'appelle le col. Et le col de l'archégone, regardez, est traversé par un canal. Si vous voulez, un vide à l'intérieur du col de l'archégone qui s'appelle un canal. Et à l'intérieur du ventre de l'archégone, on a... Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur du ventre de l'archégone? Qu'est-ce qu'on voit? L'osphère. L'osphère, Les exactement. L'osphère, c'est quoi l'osphère? Gamète femelle. Les gamètes Exactement. femelles. Ah, exactement. C'est très bien. C'est très bien. Ça se voit que vous êtes réveillés. J'espère que tout le monde est réveillé. Et Allah, on continue. Donc, rapidement, je répète les différentes parties d'un archégone. Rapidement, on a à la base un pédicelle court, petit, court. Ensuite, une partie large qui est le ventre de l'archégone. À l'intérieur du ventre de l'archégone, il y a l'osphère. Ensuite, il y a une partie allongée qui s'appelle le col de l'archégone. Et le col de l'archégone est traversé à l'intérieur par un canal qui s'appelle le canal de l'archégone. On verra l'utilité de ce canal, mais ça se voit, c'est facile à trouver à quoi sert le canal. C'est très facile. On verra l'utilité du canal de l'archégone, le canal du col de l'archégone. Pour Ensuite, passer le spermatozoïde. exactement, voilà, c'est exactement ça. Il permet le passage du spermatozoïde à l'intérieur du canal et le spermatozoïde va aller jusqu'à la rencontre de l'oosphère. Mais ça, on le verra plus tard. D'accord? Ça va être la partie fécondation, comment se fait la fécondation. Maintenant, je suis seulement en train de décrire les différents organes, soit chez la plante mâle, soit chez la plante femelle. Alors, la figure suivante, c'est la figure 8. Figure importante, mais je ne vais pas trop insister dessus. Seulement une figure qui montre les différentes phases de formation d'un archégone. D'accord? Mais je répète, c'est une figure importante, mais à cause du temps, on n'a pas le temps de trop insister sur les étapes de formation des organes. Seulement, il faut comprendre que chaque organe qui se forme, au début, il est très très petit, mais ensuite, il augmente de taille petit à petit jusqu'à donner à la fin l'organe final, que ce soit l'entéridie ou l'archégone ou autre organe. Et ça se fait en étapes, en plusieurs étapes. Alors maintenant, on a fini la description des organes reproducteurs, de l'organe mâle et femelle. Je reviens au texte. Voilà, étude de la plante mâle.
Étude de la plante femelle. D'accord. Alors, donc, je répète, le nombre d'archégones par corbeille femelle est faible, 3 à 4, 2, 3, 4, c'est pas vraiment important. Et je note ici, et j'insiste, les gamètes mâles ou femelles sont toujours à N chromosomes. Bien sûr, qu'ils sont toujours à N chromosomes. Alors, après la description des différentes plantes mâles ou femelles et des organes reproducteurs mâles et femelles et des gamètes mâles et femelles, maintenant on va passer à la fécondation. Comment se réalise la fécondation chez ces plantes? Alors, la fécondation, qu'est-ce que c'est que la fécondation? La fécondation, c'est un phénomène. Regardez, c'est pas écrit dans le polycopier. C'est des choses que j'explique en dehors du polycopier. Et c'est pour ça que je répète encore une fois, il faut savoir et apprendre obligatoirement, vous en aurez besoin plus tard dans vos études, savoir prendre des notes. C'est très important. Toujours, que ce soit pendant les TP, le cours, le TD, j'ai toujours un cahier, un stylo, et tout ce qu'on m'explique, je dois prendre des notes. C'est toujours très important de prendre des notes. Apprenez ça, c'est pour tout le reste de vos études. Lorsque quelqu'un explique des choses, j'ai toujours mon cahier de notes et mon stylo et je prends des notes. Qu'est-ce que la fécondation? La fécondation est un phénomène qui permet la rencontre du gamète mâle et du gamète femelle pour donner naissance à un œuf ou zygote. N'est-ce pas? La fécondation, c'est un phénomène où le gamète mâle rencontre le gamète femelle, ils se lient entre eux, formant un œuf ou zygote. On dit que la fécondation est réalisée. Donc, je répète, rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle. Alors, maintenant, les gamètes mâles et femelles, comment ils sont du point de vue chromosomique? Dites. Haploïde. Oui, haploïde. Haploïde. AN, bien sûr, n'est-ce pas? Oui. AN. Alors, Oui. on a gamète mâle AN et gamète femelle AN. Gamète mâle, je répète ici, on l'appelle entérozoïde ou spermatozoïde. Et le gamète femelle s'appelle, comment s'appelle? L'osphère. 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 L'osphère est aussi AN, bien sûr. Donc, pendant la fécondation, le gamète mâle AN se lie au gamète femelle AN et donne naissance à un œuf ou zygote À deux N. à deux N. À deux N. Voilà, Diploïde. diploïde. C'est à ça que je veux arriver. Exactement. Donc, comment ça se passe maintenant, la fécondation? Comment ça se passe? J'ai décrit tout à l'heure que le gamète mâle possède un organe locomoteur qui sont des flagelles, parfois des cils, c'est pareil. Ce sont tous des organes locomoteurs qui permettent le déplacement. Mais il a besoin de quoi, ce gamète mâle, pour aller vers le gamète femelle, selon vous? Il va se déplacer comment? Alors, regardez, dans la nature, on a des plantes mâles sur le sol, dans une forêt, on a des plantes mâles et à côté, on a des plantes femelles. Mais il y a bien sûr un espace entre ces deux plantes.
Par exemple, 20 cm, 30 cm, je ne sais pas moi, ça dépend. Je répète, dans la nature, dans une forêt, sur le sol de la forêt, on a des plantes mâles et à côté des plantes femelles. Les plantes mâles vont donner naissance aux gamètes mâles et les plantes femelles vont donner naissance aux gamètes femelles, l'oosphère ou l'entérozoïde ou spermatozoïde. J'ai dit l'entérozoïde possède un organe locomoteur, des flagelles, mais il doit se déplacer pour aller vers l'oosphère. Comment, selon vous, va se réaliser Monsieur. ce déplacement? Par la vente. Par La vente. Comment ça? Par le phénomène de pollinisation, monsieur. Non, 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 non. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la pollinisation. Attention, attention. Oui, 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 oui. Un de vos camarades a raison. Il a donné le mot exact. Il a raison. L'eau. C'est la présence d'eau. De l'eau. C'est Oui, obligatoire. c'est l'humidité. De l'eau ou de l'humidité. C'est très important. En présence d'eau ou d'humidité, le gamète mâle libéré après cassure de l'entéridie, lorsque l'entéridie arrive à maturité, vous suivez? Oui. Je répète, Oui, oui. je répète. Au moment de la fécondation, lorsque les entéridis arrivent à maturité, la paroi des entéridis se casse. Elle libère un grand nombre d'entérozoïdes. Chaque entéridie libère un très grand nombre d'entérozoïdes. Ces entérozoïdes possèdent un organe locomoteur, les flagelles. À quoi servent les flagelles? Ils servent pour le gamète mâle, l'entérozoïde, le spermatozoïde. Ils servent à son déplacement. L'entérozoïde nage dans l'eau et peut aller à la rencontre de l'oosphère. Mais selon vous, comment va faire l'entérozoïde pour trouver la direction de l'archégone ou de l'oosphère? Comment il va faire? C'est au hasard? C'est au hasard? Non, non. Monsieur, il y a de la chimie. Orienté par le stigma. Il y a ce qu'on appelle, votre camarade peut-être était en train de répondre. Sensibilité. Non, 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 non. Elle Non. était en train de dire le mot peut-être exact. Le stigma. Monsieur, il y a de la chimie. Il y a des Chimie. chimiorécepteurs qui seront Voilà. libérés On et qui vont appelle ça, permettre la nuance. voilà. Votre camarade a presque trouvé. Oui, il y a ce qu'on Il y a appelle de la un chimiotactisme. Voilà, exactement. C'est le chimiotactisme. Le chimiotactisme. Qu'est-ce que c'est que le chimiotactisme? Ce sont les archégones qui synthétisent une substance qui va sortir du canal de l'archégone et va sortir à l'extérieur. Cette substance contient quelque chose qui attire les entérozoïdes vers les archégones. On dit qu'il y a un chimiotactisme positif. Je répète, au moment de la fécondation,
les archégones synthétisent une substance qui sort du canal de l'archégone et sort vers l'extérieur. Cette substance permet d'attirer les entérozoïdes, les spermatozoïdes. Elle leur montre la direction et ça permet aux entérozoïdes de se diriger vers les archégones. Lorsque les entérozoïdes arrivent au niveau de l'archégone, le premier qui arrive au niveau de l'archégone va traverser le col de l'archégone et va aller à la rencontre de l'oosphère, le gamète femelle. On a maintenant la fécondation qui se fait par l'union du noyau du gamète mâle avec celui du gamète femelle, donnant naissance à un œuf ou zygote, qui est bien sûr à 2 N chromosomes. Est-ce que vous avez compris ou vous avez besoin que je répète? Compris, monsieur. C'est bon? Monsieur. De toute façon, Oui, monsieur. Oui, monsieur. je vais vous renvoyer encore une fois le polycopier, mais il y a peut-être quelquefois des choses que je n'ai pas mis sur le polycopier que je suis en train d'expliquer pendant le cours. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant après fécondation? Il y a développement de l'œuf. Alors, je vous pose une question si vous suivez. La fécondation va se réaliser au niveau de la plante mâle ou au niveau de la plante femelle? De la plante femelle. La plante femelle. Ah, très bien. Exactement. La fécondation se réalise au niveau de la plante femelle. La plante mâle ici ne sert à produire des entérozoïdes qui vont permettre la fécondation. Mais ensuite, après la fécondation, la plante mâle ne sert plus à grand-chose. C'est la plante femelle qui va continuer la suite du développement. Une autre petite question pour voir si vous suivez. Tout à l'heure, j'ai dit, au niveau de la plante mâle, il y a plusieurs entéridies, gamétanges mâles, appareils reproducteurs mâles. Il y en a 6 à 8. Alors que chez les archégones, il y a 2 ou 3 par plante. L'archégone étant l'appareil reproducteur femelle ou gamétange femelle. Pourquoi cette différence? Gamétange mâle 6 à 8, gamétange femelle 2 à 3. Pourquoi il y a... Pour augmenter les chances de fécondation. Voilà. Exactement, votre camarade suit très bien. Pour augmenter les chances de fécondation, la plante mâle va donner naissance à un très grand nombre d'entérozoïdes, de spermatozoïdes, parce que la fécondation se fait presque au hasard. Il y a seulement ce chimiotactisme qui aide un petit peu à la fécondation. Mais la fécondation se fait au hasard. C'est pour ça que lorsqu'il y a quelque chose qui se fait au hasard, on a besoin d'un très grand nombre d'organes mâles pour assurer la fécondation. D'accord? Il y a une autre question maintenant. Si vous suivez, il y a quelque chose ici qu'il faut expliquer.
que je n'ai pas expliqué, que c'est à vous de poser des questions. Yallah, dites quelque chose qu'il faut expliquer. Vite. Non? Non? Vous ne pensez pas à une question ici? Monsieur, Non? il y a 2 archégones, un seul qui est fécondé. Ah, très bien. Très bien. Il peut y avoir même 3, même des fois 4. Mais la question reste toujours très bonne question. Votre camarade dit, chez la plante femelle, au niveau de la corbeille femelle ou de l'involucre femelle, il y a la présence de plusieurs archégones. 2, 3, peut-être même 4. Est-ce que ces 3, 4 archégones au niveau de leur os, attention, on ne dit pas l'archégone va être fécondé. Non, jamais, jamais. C'est le gamète qui est fécondé, c'est pas le gamétange. Le gamétange est un organe qui donne naissance au gamète. Donc ne dites jamais le gamétange sera fécondé ou l'archégone sera fécondé. Non, non. C'est l'oosphère qui est fécondé. C'est le gamète. La fécondation se fait entre les gamètes et non pas entre les gamétanges. Retenez ça, c'est très important. Alors, donc, j'étais en train de dire, lorsque ici, on a plusieurs gamétanges, femelles, plusieurs archégones, mais seulement un seul archégone qui va intervenir dans la fécondation, c'est-à-dire un seul oosphère d'un seul archégone qui va être fécondé, l'oosphère. Dès que le premier oosphère sera fécondé, il y a formation d'une substance qui va inhiber toute autre fécondation des autres oosphères qui se trouvent chez les autres archégones. D'accord? C'est très, très, très rare. C'est une question de rapidité. Le premier oosphère, je répète, même si c'est un organe femelle, un gamète femelle, un oosphère, on dit un oosphère. On dit une entéridie, même si c'est un organe mâle. L'oosphère qui est le gamète mâle, le premier qui va être fécondé, inhibe les autres fécondations qui peuvent se faire à côté. Mais c'est très rare que 2 entérozoïdes peuvent, à la même seconde, peuvent traverser les canaux de 2 archégones et aller à la rencontre des 2 oosphères de 2 archégones. On va avoir dans ce cas la formation de deux zygotes ou œufs à l'extrémité de la tige femelle. Vous comprenez? Mais je répète, c'est très, très, très rare. Dès qu'il y a une première fécondation, elle inhibe toutes les autres à côté. C'est pour ça qu'on a la formation d'un seul zygote, un seul œuf. Maintenant, qu'est-ce que va devenir cet œuf ou zygote? L'œuf ou zygote qui s'est formé maintenant à l'extrémité de la tige femelle, l'œuf ou zygote qui se trouve à l'extrémité de la tige femelle va commencer à se développer. Comment il est l'œuf du point de vue chromosomique? Comment il est? À 2 N. À 2 N, bien sûr. Et la plante qui lui a donné naissance, elle est à combien? À 2 N chromosome. Ah. AN. À 2 N.
Ah, regardez. Il y en a qui ont raison, il y en a qui se trompent. Regardez, l'antéridie, au niveau de la plante mâle, comment elle est? L'antéridie, elle est à 2N ou à N? Et l'antérozoïde? Et la plante elle-même? Le gamétophyte. doit être à N. Le gamétophyte. À 2N. Le gamétophyte à 2N. Comment ça? Un gamétophyte à 2N qui va donner naissance à un gamétange à N. Comment? Impossible. Réfléchissez. Monsieur, les deux, le gamète et les gamétophytes et le gamétange, ils sont à 2N, alors que le gamète, c'est le seul qui est à N. Comment ça? Non. Non. Comment? Impossible. Ce que vous dites est impossible. Si les gamètes sont à N, ils se forment à l'intérieur du gamétange, de l'interédie, qui est à N, et qui se forme à l'extrémité de la tige, ou du cormus, ou du gamétophyte, qui est à N aussi. Obligatoirement. Car qu'est-ce qu'on n'a pas ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui permet la formation? Les gamètes sont à N obligatoirement. N'est-ce pas? Et donc le gamétange aussi à N, car c'est lui qui lui donne naissance. Et donc le gamétophyte aussi est à N, car c'est lui qui lui donne naissance. Jamais quelque chose à 2N ne peut donner N, sauf si on a la sporophyte. La méiose. Non. La méiose. La méiose, exactement. Est-ce que j'ai parlé de méiose ici? Non. Depuis tout à l'heure, depuis le début, je n'ai pas dit du tout la méiose. Car ici, il n'y a pas de méiose. Il n'y a pas de méiose. Il y a seulement des mitoses. Donc, si on réfléchit, les gamètes sont à N, que ce soit l'antéridie ou que ce soit l'antérozoïde ou le osphère, ils sont à N. Ils sont formés soit par l'antéridie chez la plante mâle, soit par l'archégone chez la plante femelle, qui sont à N, et la plante mâle qui a donné naissance à l'antéridie et la plante femelle qui a donné naissance à l'archégone est à N aussi, obligatoirement, car il n'y a pas ici de méiose, il n'y a pas de méiose. C'est la méiose qui permet de passer de 2N à N. La mitose permet de passer de N à N ou de 2N à 2N. La méiose permet de passer de 2N à N. Or, ici, on n'a pas de méiose du tout. Donc, retenez, c'est très important, le gamétophyte chez les bryophytes, la plante, le cormus, le gamétophyte est à N seulement. Le gamétophyte est à N. À l'extrémité du gamétophyte femelle il y a la fécondation, n'est-ce pas? Je reviens à la fécondation. À l'extrémité du gamétophyte femelle, il y a la fécondation qui donne la formation, la rencontre des deux gamètes mâles et femelles qui donne le zygote ou l'œuf qui est à 2N, n'est-ce pas? C'est maintenant que commence la phase diploïde. Alors que tout ce que j'ai décrit depuis tout à l'heure concerne la phase haploïde. Tout ce que j'ai dit, c'est la phase haploïde.
Maintenant, à partir de l'œuf ou du zygote, à partir de la fécondation, on commence la phase diploïde. Qu'est-ce que va donner? Alors, je reviens à la planche maintenant. Regardez, c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas reçu de polycopier. Je ne comprends pas, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, regardez la figure 9. Vous suivez, vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, très bien. Oui, monsieur. Allez, encore 5 à 10 minutes et on arrête. D'accord? 5 à 10 minutes. Alors, la figure 9, vous la voyez? La figure 9, au milieu de la page, Oui. de la planche. Oui, monsieur. Voilà. On a le titre ici, développement du sporogone chez une mousse. Alors, ce que j'ai pas expliqué, mais je l'expliquerai plus tard, il vaut mieux, pour ne pas se mélanger un peu les choses, je laisserai plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, les bryophytes, on peut les appeler aussi des mousses. Les bryophytes sont appelés aussi des mousses. Je verrai plus tard, je vous expliquerai pourquoi. C'est écrit ici, développement du sporogone. Le sporogone est appelé aussi le sporophyte. C'est pareil. On dit un sporogone ou un sporophyte. C'est pareil. Alors, après la formation d'un œuf au zygote, ce dernier qui est à 2 N va commencer à se développer. Il va commencer à s'allonger, formant un filament qui s'appelle un pédicelle, ou soit un filament fin qui s'appelle pédicelle ou soie. Vous le voyez sur la figure? La soie, le pédicelle. D'accord? Oui, monsieur. À l'extrémité de la soie, on a la formation de ce qu'on appelle une capsule. Une capsule. À l'extrémité de la soie, il y a la capsule. La capsule est recouverte d'un chapeau ou coiffe. C'est mal écrit un peu la légende, mais je vous lis encore. Je suis toujours à la figure 9. On a le développement de l'œuf qui donne un embryon. Et l'embryon va s'allonger pour former le sporogone ou sporophyte. Un sporogone ou sporophyte qui, je répète encore une fois, ici, il est bien sûr à 2 N chromosomes. Il est à 2 N chromosomes car il provient de l'œuf ou du zygote. Le sporophyte ou sporogone est formé d'une soie. À l'extrémité de la soie, il y a la capsule. C'est mal écrit. La capsule, capsule, et non pas capsule. On a l'impression que c'est écrit capsule, seulement la lettre L est mal écrite et ça donne capsule. Mais en réalité, c'est capsule. D'accord? Vous suivez? Oui. Oui, oui. Oui, monsieur. La capsule est recouverte par un chapeau qui s'appelle la coiffe.
la figure 10, la figure à côté, la figure 10. On a dessiné sur la figure 10 le sporogone ou le sporophyte du polytrique. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit le polytrichum formosum est le nom latin. Le polytrique est le nom français. Le polytrique est formé, donc ici, on a l'extrémité de la soie, qui est la capsule, est formée de deux parties. Il y a la capsule, je répète, la capsule est formée de deux parties, l'urne et l'opercule. L'urne et l'opercule. C'est un peu, si vous voulez, l'image ici que je peux vous donner, c'est une sorte de bouteille. C'est une bouteille qui est fermée par un bouchon. La bouteille et le bouchon. La bouteille, c'est l'urne et le bouchon, c'est l'opercule. Et l'ensemble urne plus opercule donne la capsule. Notez des choses. Notez s'il vous plaît. Je répète rapidement. Je répète rapidement. Après fécondation, il y a formation d'un œuf ou zygote qui est bien sûr à 2 N. C'est le début de la phase diploïde. L'œuf ou zygote va commencer à se diviser par des mitoses, bien sûr, donnant naissance à un embryon. L'embryon continue son développement et va s'allonger, donnant naissance à deux parties. Une soie ou pédicelle qui est un filament très fin, et à l'extrémité de la soie ou du pédicelle, il y a la formation d'une capsule. La capsule est recouverte par un chapeau appelé coiffe. Description de la capsule. Qu'est-ce qu'une capsule? Une capsule est formée de deux parties. La capsule est formée de deux parties. La partie large, c'est l'urne qui possède un orifice à son extrémité qui s'appelle le péristome. Cette ouverture s'appelle le péristome. Je répète, l'urne possède à son extrémité une ouverture appelée péristome. Et l'urne peut se fermer avec un bouchon qui s'appelle l'opercule. L'opercule, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'urne, c'est une bouteille et le bouchon qui permet de fermer la bouteille, c'est l'opercule. Et l'ensemble de l'urne plus l'opercule donne la capsule. Et la capsule est recouverte par un chapeau qui s'appelle la coiffe. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, le jeudi prochain à la même heure. Et d'ici là, je vous aurai re-envoyé, parce que je l'ai déjà fait,
Je répète, j'ai déjà envoyé les polycopes avec les planches. Je ne comprends pas comment ça se fait que vous ne les avez pas reçus. Mais je vais les renvoyer, soit aujourd'hui, soit demain, et je vais les envoyer cette fois-ci par les deux moyens, soit par le Gmail, soit par le site Moodle de la fac. Vous allez les trouver sur les deux, sur le Gmail et sur le site Moodle de la fac, de la FST. D'accord? J'espère que vous avez suivi, bien que vous n'ayez pas le polycopier ni les planches de dessin, mais je suis désolé que vous ne les ayez pas reçus. Est-ce que vous avez quand même suivi? Oui, monsieur. Oui. Monsieur. Oui, monsieur. Si vous avez des questions, on peut prendre 2 minutes si vous avez une question, quelque chose que vous n'avez pas compris, ou alors on va laisser les questions pour le cours suivant, comme ça vous aurez le temps de réviser et vous aurez reçu votre polycopier pour le relire et revoir tout ce que je viens de vous expliquer. D'accord? D'accord? D'accord, Oui, monsieur. monsieur. D'accord. Yallah, yallah. Je vous laisse Ah, alors. À jeudi prochain, Inch'Allah. Yallah, au revoir.